Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Aujourd'hui, nous commençons un cycle d'entretiens et de débats résolument féministes avec des femmes qui se mobilisent à travers le Maghreb pour l'égalité, contre la domination masculine, contre le système patriarcal. Aujourd'hui, je reçois Zeynab Fassiki, une jeune artiste marocaine qui brise les tabous d'un trait rageur et talentueux de bédéiste. Elle signe Chouma, corps et sexualité au Maroc. C'est un manuel, quasiment un guide éducatif qui devrait être distribué gratuitement, tant il dit les choses que l'on ne dit pas au Maroc et des choses très très importantes. On en parle tout de suite. Bonjour Zeynab. Bonjour. Bienvenue en France. Vous êtes de passage à l'occasion de la promotion de votre bande dessinée qui est publiée aux éditions Massot, une maison française. Là aussi, vous allez nous expliquer un petit peu plus tard pourquoi c'était compliqué de publier cette BD dans une maison d'édition marocaine, parce que vous attaquez véritablement à des tabous. Commençons d'abord par le mot chouma. Ce mot valise, chouma en arabe dialectal, c'est la honte, c'est honteux. C'est un mot qui sert à dire tous ces tabous sur lesquels on ne peut pas s'épancher en famille comme en société. Pourquoi ce mot s'est imposé à vous pour briser donc ces tabous liés au genre, à l'éducation sexuelle, aux violences contre les femmes? Alors, premièrement, merci beaucoup pour m'avoir ici. Et c'est vrai, le mot chouma, ça m'a toujours freinée. Avant même d'être artiste, c'est que dans ma vie privée, dans ma vie sexuelle, à chaque fois je demande des questions à ma famille, à mes amis dans la rue. Chouma, ça peut même être égal au mot tais-toi. Donc c'est bon, on finit la conversation, c'est les frontières, on ne peut pas arriver au-delà. Donc c'est un mot qui m'a marqué. Et après, quand je commençais à dessiner la nudité, et c'est vrai, chez moi au Maroc, on n'accepte pas encore la nudité artistique. Et donc, je regardais toujours les commentaires chouma, chouma. Et du coup, chouma, ça veut dire aussi la honte. Et moi, je voulais toujours briser les tabous. Et je pensais toujours à un titre. Et j'ai dit, tiens, je vais choisir chouma. Alors, la nudité, c'est un fil rouge, une trame dans votre BD. Vous dessinez des femmes nues, mais aussi des femmes vêtues, voilées, dévoilées. Mais la nudité reste une sorte de fil rouge. D'ailleurs, très tôt, lorsque vous vous lancez dans vos dessins, le premier personnage que vous créez, c'est le vôtre, vous-même, et vous vous dessinez nu. Pourquoi? Est-ce que c'est pour mieux mettre à nu ces problématiques-là, fondamentales, ou est-ce que c'est pour tout simplement libérer les corps? Alors, il y a un point important que j'ai expliqué dans Chouma, c'est que j'essaye de rendre le corps féminin bien indépendant de tout contexte sexuel. Et c'est pour cela les gens ils n'acceptent pas la nudité artistique. Ils disent je suis excitée en regardant ce tableau. Pourquoi j'aime pas ça. Et donc moi je dis que on peut voir un corps féminin sans être excité quand même. Et ça peut être juste un contenu artistique. Et là, c'est là où on voit la frustration sexuelle, c'est là où on ne peut même pas accepter un corps féminin, alors que des corps masculins, ils sont partout, et on ne dit rien. Et ça vient aussi de la question de comment on s'habille comme femme. Par exemple, il y avait le hashtag Konrajel, ça veut dire ne laisse pas ta femme, ta sœur, ta fille s'habiller en bikini à la plage, alors qu'il n'y a personne qui stresse les hommes à un code vestimentaire. Et donc, c'est vraiment, je ne fais pas la nudité artistique sans aucun message à transmettre, mais c'est vraiment profond au-delà de juste la nudité. Après, il y a vraiment un problème, c'est que les gens, ils croient que je dis qu'être libre, c'est être nu, alors que c'est pas le cas en fait. On peut être libre sans être nu, bien sûr, mais quand même, je vois que le corps masculin, franchement, honnêtement, il a déjà ses droits au Maghreb et partout aux pays musulmans, mais pas comme le corps féminin. Chouma est un livre important parce qu'il bat en brèche tous ces tabous liés au genre, à l'éducation sexuelle ou encore aux violences contre les femmes. Et ce n'est pas rien au Maroc, parce qu'au Maroc, la violence envers les femmes est ancrée dans les mentalités très très tôt. Elle est légitimée socialement, politiquement, dans l'espace public comme dans l'espace privé. Comment, autour de vous, on a perçu votre engagement et votre combat, en fait, pour mettre en lumière ces violences-là?
Alors ça vient de ma carrière d'ingénieur en mécanique. Je me rappelle très très bien durant tous les stages, on était vraiment face aux moteurs d'avion, voitures, et moi avec mon style, j'étais vraiment mal vue et que je pourrais jamais fixer un moteur, et donc c'était vraiment des discriminations ridicules que j'entends, c'est des blagues. Et après ça m'a vraiment inspirée. Et après je sors dans la rue, il y a le harcèlement dans la rue, je rentre, il y a le contrôle familial, et du coup ça m'a tout vraiment déprimée, stressée, et donc le dessin ça arrive vraiment comme thérapie. C'était un anti-stress, et bizarrement je me suis dessinée toute nue, j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça a commencé. Donc là à l'époque vous avez quel âge? Non, mais j'avais vraiment 18 ans, 19 ans. J'étais vraiment jeune et j'ai jamais imaginé que ça va devenir vraiment une carrière le dessin pour moi. Mais au début, c'était vraiment un anti-stress. Et après, une fois j'ai déménagé à Casablanca en 2014, je suis devenue membre avec un collectif de BD. Des Marocains, on produit des BD, on produit des livres, plein de magazines. Et c'est là où c'était vraiment l'école d'art pour moi, c'était tout sur le terrain. Et moi, je profitais toujours que, ah oui, je peux dessiner. J'ai une communauté sur les réseaux sociaux, donc il faut profiter pour briser les tabous, pour parler des violences contre les femmes, puisque j'étais victime et plusieurs femmes. Et donc, vous l'avez dit, vous partez de 3 faisceaux, en fait, le contrôle familial, c'est-à-dire ce que vous avez vécu en tant que jeune femme dans la cellule familiale. Vous avez ensuite le harcèlement de rue, qui est un véritable fléau au Maroc. Et puis, la discrimination sexiste dans la sphère sociale, c'est-à-dire ici à l'école. Alors, prenons d'abord la sphère familiale. Vous êtes née à Fès, au nord-est du Maroc. Vous avez grandi dans une famille de 5 frères. Votre père était un ancien champion de lutte reconverti dans l'artisanat du cuir, qui est un véritable savoir-faire fassi. Et votre mère était une femme au foyer. Alors, comment on grandit dans ce Maroc-là, au milieu de 5 garçons? C'est là déjà que vous expérimentez les premières grandes inégalités. Alors ma famille, c'est pas une famille hyper conservatrice, mais quand même il y avait des codes à respecter, il y a des limites à ne jamais dépasser, et c'était vraiment des limites concernant ma vie privée, une liberté de me déplacer, style vestimentaire. Pour moi, ça m'a marqué parce que j'ai vu avec mes 5 frères, ils n'avaient jamais eu des commentaires, des limites à respecter, alors que moi j'entends ça. Et surtout, à 19 ans, je devais voyager toute seule en Espagne. Et à part le visa que je devais apprendre un autre visa de la part de mes parents. et mes frères, ils n'ont pas vécu ça. Et ils avaient la liberté de se déplacer et le pouvoir de se déplacer. Dans les sphères publiques notamment. Mes parents, ils ont décidé de faire ça, c'est pour me protéger, parce que c'est vrai, j'étais jeune, mais il ne faut pas nier qu'il y avait vraiment un pourcentage en disant que je suis une jeune fille et voyager toute seule, c'est mal vu. Il faut quand même que je garde ma réputation. Et comme j'ai décrit dans Chouma, une jeune fille dans n'importe quelle famille, c'est la réputation de toute une famille. Donc il faut faire gaffe quand on est une jeune fille au Maroc. Ouais. Et au même moment, vous avez aussi les discriminations sexistes que vous prenez en pleine figure dans la sphère scolaire, dans une filière qui vous passionne, qui est la mécanique, mais qui est un univers où les hommes sont majoritaires. Donc là, comment vous vous défendez par rapport à ces discriminations ? Alors, je me rappelle, après le bac, j'ai passé 2 ans pour faire la formation de technicienne supérieure en mécanique. Et du coup, on faisait plein de stages. C'était même rémunéré des fois. Et c'était vraiment chaque jour, il y avait une communauté à l'école qui fait des blagues. Et moi, après, ça m'a vraiment motivée. Et après, j'étais classée la première au Maroc dans le concours des techniciens pour faire une école d'ingénieur. Et pour moi, c'était ma réponse pour dire, voilà, je suis une jeune fille et on peut le faire. Et puis, il y a la question du harcèlement de rue, qui est un véritable fléau au Maroc, que vous-même, vous avez enduré. Comment vous l'avez vécu à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que, avec cette chouma intégrée finalement très tôt dès l'enfance, vous taisiez ou au contraire vous vous indigniez ? Alors là, pour le harcèlement dans la rue, c'est compliqué parce que quand tu te défends comme femme, tu seras après encore attaquée
pour oser te défendre. Et ça, c'était vraiment un frein pour moi et aussi pour les jeunes filles. À chaque fois, tu invites les jeunes filles à se défendre, elles ont peur, ils disent « Ah non, je ne veux pas être attaquée avec une arme blanche, etc. » Donc, mais là, je pense que ça c'est bien amélioré parce qu'en septembre 2018, le harcèlement dans la rue est officiellement un crime. Et donc, il y avait vraiment une loi qui a enfin mis les points sur les i et a dit voilà, il y a une amende, prison pour tout harcèlement, mais ça reste toujours le problème de trouver les preuves. Par exemple, au commissariat, ils vont te dire voilà, c'est pas filmé, comment on peut. Donc, mais quand même, une fois c'est écrit dans une loi que c'est illégal, bon, ça c'est déjà c'est déjà un pas, mais c'est un petit peu comme la loi, le fait que pendant longtemps le viol n'était pas reconnu au Maroc. La femme violée devait épouser le violeur. Ça en est fini depuis 2014. Ouais. Mais il n'empêche que la réalité n'est pas celle de la loi, que dans encore beaucoup de cercles familiaux, un code moral qui fait que on va forcer des jeunes femmes violées à épouser le violeur. Et la question de l'impunité. Donc très régulièrement, on a des événements qui nous révulsent, qui nous font sortir de nos gonds, qui nous horrifient. Cette séquence à l'été 2017 où on voit une jeune fille se faire agresser dans un bus en pleine journée par des adolescents sans que le chauffeur du bus ni même les passagers du bus ne s'indignent. Je pense encore quelques jours plus tôt à cette jeune femme qui était traquée, encerclée par une horde de jeunes hommes dans les rues de Tanger. Je pense à cette affaire Khadija, du nom de cette jeune femme qui est violée dans son village par une dizaine d'hommes. Le procès est toujours en cours. Elle avait été non seulement violée, mais aussi torturée, séquestrée, tatouée de force. Comment vous, en tant que citoyenne marocaine, féministe, vous vivez l'arrivée de ces événements-là ? Franchement, c'est malheureux quand on voit les commentaires et même des réactions des autres personnes, c'est qu'on accuse les victimes. On dit que oui, elle a cherché ça, et ils sont si vestimentaires, mais on se concentre jamais sur le violeur, sur la personne qui a commis le harcèlement. Et donc ça, c'est vraiment une culture de viol qu'on a vraiment ancrée dans nos traditions, que voilà, nous, on doit rentrer à 17h, on doit s'habiller comme ça et comme ça, il faut vraiment un code à respecter. Mais là, ça commence vraiment un débat de dire, écoutez, moi je peux rentrer chez lui, on mange tranquillement et je peux même qu'on se caresse ou je sais pas quoi, mais quand je dis non, ça veut dire non. Et là, c'est très 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 difficile à vraiment convaincre le public marocain à dire oui, elle a rentré chez lui, et quand elle a dit non, il faut respecter ça. J'entends des personnes qui disent elle mérite bien ce viol, elle mérite bien être harcelée parce que c'est elle qui a commencé tout ce qui est sexuel, tout ce qui est et moi j'y étais aussi, c'est que j'entends vraiment des gens qui me disent je suis par exemple à India en train de me balader avec ma robe ou je sais pas quoi, j'entends vraiment les phrases derrière moi, tu veux qu'on fasse un truc ce soir, alors que j'ai invité personne. Et du coup et c'est là où la nudité chez nous, c'est une invitation à une relation sexuelle pour plusieurs personnes, alors que non, c'est juste le droit de disposer de son corps. Voilà, je montre mon corps comme je veux et j'invite personne à rien. Ouais. Voilà. Alors il y a eu une affaire emblématique également de ce qui se passe au Maroc et du sort qui est réservé aux femmes, c'est l'affaire Hajar Raissouni, qui est la plus récente, qui est survenue à la fin du mois d'août. C'est cette jeune journaliste marocaine qui a été emprisonnée pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. Sous la pression, elle a fini par être graciée par le roi du Maroc au bout d'1 mois de prison. Comment vous avez vécu cette affaire ? Vous avez signé d'ailleurs ce manifeste des 490 qui a été initié par l'écrivaine Leila Slimani et la cinéaste Sonia Terab. Cette affaire, elle représente vraiment le stress qu'on vit tous et toutes quand on est en couple et que voilà, tu imagines, tu fais l'amour et tu as vraiment le stress que les flics arrivent n'importe
quand et pour moi c'est ridicule comme loi. Ça doit vraiment être adapté à 2020, qu'on est vraiment à un stade où le consentement à être adulte et faire quoi que ce soit, ça fait mal à personne, c'est de la vie privée qu'on doit respecter. Et par contre, on a des vrais criminels, on a les harceleurs, les violeurs qui sont libres, il n'y a personne qui les dérange. Et donc, pour moi, c'est vraiment, il faut vraiment résoudre ce problème. Et puis voilà, pour l'affaire Hajar, ça représente plusieurs Hajar au Maroc. Et c'est malheureux qu'à chaque fois, on a une victime. Ça fait polémique pour 2 ou 3 semaines sur les réseaux sociaux. Et après, voilà, moi je suis sûre que chaque jour, il y a des Marocaines qui font l'IVG et qu'ils peuvent même tomber malades après ou mortes. Et il y a vraiment un article qui a fait aussi polémique que Aïcha Chenna, il a dit quotidiennement au Maroc, il y a 23 bébés jetés à la poubelle. Et donc, ça veut dire 23 femmes par jour qui ont vécu une histoire et qui n'ont pas trouvé l'aide. Et du coup, vraiment, cette histoire d'être une maman célibataire marocaine, il faut vraiment changer les lois par rapport à ça. Et récemment, il y avait vraiment des lois qui ont enfin donné des droits vraiment basiques aux enfants qui appartiennent aux mamans célibataires. Donc, il y a vraiment un progrès. Et pour moi, je pense qu'il y a toujours un espoir. C'est juste que ça prend vraiment des... au Maroc, ça peut prendre pas des années, mais des centaines d'années, peut-être. Comment on brise ces tabous-là alors que dans la langue la plus populaire, la plus parlée, la langue du quotidien, c'est-à-dire la darija, le marocain, on n'a pas les mots pour ne serait-ce que désigner avec respect, précision, les organes génitaux, la sexualité. Parce que c'est ça, c'est intéressant, c'est que vous l'avez publié en français, mais on voudrait une version en darija, puisque c'est la version de la langue de tous, pour que ce livre puisse circuler le plus largement possible. Au début, j'ai commencé Chouma en anglais. Après, j'ai fait français et j'ai fait exprès de faire vraiment un français qui est simple parce que je comprends bien que pas tous les Marocains ils parlent français couramment, mais j'ai fait vraiment un petit sacrifice pour, voilà, c'est comme début, on choisit français. Après, j'avais trop envie de le faire en darija, ça c'est sûr, mais j'étais freinée, il n'y avait pas de mots. Donc, par exemple, le mot vagin, ça n'existe pas en darija. Ça existe, mais très, très péjoratif. Et on ne peut pas convaincre le public en une courte durée de dire, voilà, ça, c'est pas un gros mot, on peut l'utiliser, alors que ça ne marche pas comme ça. Mais là, je travaille vraiment sur des ateliers avec une fondation allemande. Ça, je vais le faire au futur proche, mais pas maintenant, et c'est vraiment de créer un vocabulaire basé sur une recherche, sur l'histoire de la langue darija, et et franchement, par exemple, à Tanger, ils ont vraiment un mot pour vagin, par exemple, et il n'est pas péjoratif, donc on peut l'utiliser. À Marrakech, ils ont peut-être un mot pour d'autres organes génitaux, mais on peut mettre tout ça dans un manuel et le présenter au public et dire voilà, ça pour les parents. Parce que puisque les parents ils n'ont pas les mots, ils ne vont jamais commencer ça. Mais c'est vrai, on a ça en arabe, par exemple. Mais je suis sûre que les parents qui vivent dans un village, je ne sais pas où, ils ne parlent pas arabe, mais ils parlent darija. Et après, on a aussi la langue amazigh. Et quand j'ai fait une recherche, j'ai trouvé que dans la langue amazigh, il y a vraiment des mots, ça existe. Et ils ont aussi la culture chouma, c'est sûr, mais ils ont des mots qui ne sont pas péjoratifs. Donc, le problème qui reste, c'est qu'on est 35 millions de Marocains, mais on ne parle pas tous les mêmes langues, on ne vient pas du même environnement. Et donc, moi, je pense que le manuel avec les mots, soit inventé ou juste regroupé avec plein de recherches, ça va être la solution, et c'est là où je vais traduire chouma. Et comment ça s'est passé de pouvoir, justement, vous n'avez pas cherché à le publier dans une maison marocaine, pourquoi vous êtes tourné vers une maison d'édition française, parce que vous n'avez pas eu le choix? C'est vrai, j'étais pas contactée avec des maisons d'édition là où il y a des Marocains, mais c'est vrai, j'étais contactée par des maisons d'édition, mais là où il y a des Français, parce que c'est vrai, pour les Marocains, c'est pas facile de publier de tels sujets.
Mais j'ai fait le choix de faire avec Masso Édition. C'est tout simplement parce que les droits d'auteur vraiment sont protégés. J'ai ce que je mérite avec tout le boulot de recherche et tout, et surtout une très bonne distribution. Ça veut dire là, Chouma, il est partout dans les pays francophones, mais j'ai pas trouvé les mêmes conditions avec les maisons d'édition au Maroc. Donc c'est vraiment question. Donc on peut le trouver au Maroc aussi? Oui, non, oui. Mais il est au Maroc, partout, hein, en Algérie, Tunisie, au Liban, Canada, partout en Europe, parce que si je dis Maroc si je dis l'Europe et Canada, il y a vraiment des Marocains. Il y a même des Algériens qui sont intéressés. Mais comment vous faites pour que ce livre ne reste pas uniquement entre les mains d'une élite conscientisée sur ces questions-là? Ça, on a pensé à ça. En fait, on compte vraiment faire une version poche de Chouma. Il y a pas mal de livres qui ont fait ça. Et le but, c'est moins cher. C'est vraiment la moitié du prix. Et après, j'ai créé aussi chouma.com, qui est vraiment une plateforme éducative gratuite. Là, c'est temporairement, elle est en cours je suis en train vraiment de préparer les articles, les textes, mais chouma.com, c'est vraiment parce que Chouma, c'est pas juste un livre, mais c'est un projet. Ça veut dire, je prépare des vidéos, je prépare vraiment on a la page Instagram, Facebook, on publie souvent, on partage dans les stories, on dit voilà, en cas de viol, l'éducation sexuelle. Donc, c'est pas juste une BD. Et vous avez aussi des témoignages de parents, de familles qui vous disent merci parce qu'on n'a pas les mots. On ne peut pas, nous-mêmes on a grandi avec cette éducation-là, donc on ne sait pas comment expliquer à nos enfants cette éducation sexuelle. Alors là, depuis sa sortie en 12 septembre, je reçois chaque jour plein de selfies sur Instagram, Facebook, des parents avec leurs enfants, avec Chouma. Ils disent voilà, il vient de finir Chouma, il vient enfin de comprendre tout ce qui est... Non, mais c'est pas juste l'éducation sexuelle, mais aussi l'identité de genre, les orientations sexuelles. Ça, c'est très important. Ça, c'est des hyper tabous, partout au monde. Vous attaquez à des questions très tabous, bien au-delà du Maroc, du monde arabe, et notamment à l'identité de genre, à la question de l'orientation sexuelle. Ça, c'est très important. Comment ça s'est perçu, sachant qu'on est dans un pays qui pénalise l'homosexualité? C'est vrai que la société marocaine, elle n'est pas vraiment prête à un tel sujet d'identité de genre. On est souvent dans le cadre homme-femme, il n'y a rien d'intersexuel, il n'y a rien au-delà de homme-femme. Et pour moi, cette culture de choisir la couleur bleu, rose pour nos enfants dès le début, et ça a vraiment des conséquences après, même pour le travail, même pour les tâches quotidienne, voilà, la femme, c'est ce qu'elle peut faire et l'homme, c'est ce qu'il peut faire. Et donc, j'essaie vraiment de changer cette culture. Et là, je le dis, c'est vraiment pas juste au Maroc, c'est même en France, c'est partout aux États-Unis. Ils ont vraiment gender identity, ça, c'est un tabou universel. Et pour moi, une fois on peut résoudre ce sujet-là, ça va être hyper facile de parler de tout ce qui est. On sera même pas dans l'égalité entre hommes-femmes, mais on va dire comme ça, une égalité humaniste, une égalité sans code de genre, et voilà, c'est ça le message. Sur la place aujourd'hui des femmes dans la société marocaine, est-ce que vous diriez qu'il y a une régression à l'aune de tous ces événements qu'on a listés tout à l'heure, ou est-ce que pour vous, on peut être optimiste ? Ah non, mais moi je suis hyper optimiste parce que franchement, là, je dis 2020 parce qu'on est proche de 2020, mais si on compare 2020 à 2000, il n'y a personne qui osait même exprimer d'être féministe, on n'avait pas les réseaux sociaux, et c'est pour cela, moi j'utilise les réseaux sociaux parce que c'est là où tu peux parler librement, il y a personne il n'y a pas un boss qui te dit non, efface ça, supprime ça, non, mais tu es libre, tu fais dans ta story, tu dis voilà. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a vraiment changé le jeu. L'année 2019, c'est vraiment une année hyper féministe pour la femme marocaine, parce qu'il y avait pas mal de choses qui sont arrivées, des victoires, des lois, des débats, donc toujours optimiste. Avant de terminer cette émission, ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez 4 de vos planches et que vous nous disiez pourquoi ce sont des dessins qui vous tiennent à cœur et pourquoi ils sont importants.
Premier dessin, Zaina, vous avez choisi la page 11, qui représente une femme nue, cheveux longs, noirs, détachés, au sol. Alors c'est une page importante pour moi parce que j'ai mis en valeur la nudité, j'ai mis en valeur la diversité du corps féminin et aussi j'ai posé les questions principales, c'est et si l'on regardait les corps d'une manière non sexuelle et si l'on tolérait la nudité dans l'art en arrêtant la censure, le corps dans les espaces publics dérangerait-il encore les autres? Donc pour moi, c'est cette source de frustration, de harcèlement qu'on a et toute cette culture de viol, c'est parce qu'on n'a pas encore fait la paix avec le corps féminin. On n'arrive pas à l'accepter, même nu, même habillé. Donc, c'est ça le message. Page 16. Ça, c'est une illustration qui représente le male gaze, ça veut dire le regard masculin. Pour moi, la femme, chez nous, qu'elle soit couverte ou toute nue, elle sera toujours face au jugement masculin. Et du coup, les messages, c'est que on se maquille pas, on est nu, on est en niqab, en voile, en bikini, mais c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour satisfaire les hommes ou pour... Non, on s'en fout carrément, c'est pour nous-mêmes, voilà. Et cette phrase est importante à mes yeux. Une femme peut se couvrir ou se dénuder parce qu'elle le souhaite pour elle-même. Voilà. Et je pense que c'est important, y compris ici en France, où on est pétrifié dans des débats autour du voile. Ouais. Moi, franchement, je fais partie du féminisme intersectionnel. Ça veut dire un féminisme qui respecte les religions, qui respecte les choix. Et que pour moi, une femme, elle est libre à choisir comment elle vit sa vie, tant que ça fait mal à personne. Et voilà. Et si elle est forcée à s'habiller n'importe comment, c'est là où le féminisme doit être en place à changer ça. Page 51, autre dessin que vous avez choisi. Donc là, c'est le profil d'une chouafa, ça veut dire la voyante. Chez nous, on a vraiment la chouafa. Par exemple, si une jeune fille n'est pas encore mariée à l'âge de 40 ans, elle visite une chouafa pour lui demander « mais pourquoi? Fais-moi une recette pour changer la situation ». Et en fait, on a vraiment cette culture de magie noire que la femme, même si elle a fait un succès dans sa vie professionnelle ou amoureuse, on dit qu'elle a utilisé de la magie noire. Alors qu'il faut juste accepter qu'une femme, elle est forte, naturellement, sans magie noire. Et la chouafa, c'est un concept important pour moi parce que la plupart des chouafas, elles pratiquent aussi la prostitution et elles représentent aussi la classe, vraiment un milieu très, très opprimé, la pauvreté. Elles lâchent jamais, tu vois. Même s'ils ont rien à manger, ils ont leurs enfants, mais elles font n'importe quoi pour vivre. Voilà. Et ensuite, autre dessin, c'est la page 61, on en parlait tout à l'heure, c'est la question de l'orientation sexuelle qui peut changer au cours de la vie. En fait, j'ai fait un petit schéma qui, c'est vraiment le résumé de livre Chouma, c'est que tout simplement, c'est 3 concepts hyper indépendants. On a l'identité de genre qu'on choisit. L'orientation sexuelle, ça vient de notre vie émotionnelle. Et puis les organes génitaux, c'est une partie physique de notre corps. Et donc ces 3 concepts, normalement dans la culture Chouma, les 3 sont une seule chose, alors que c'est 3 choses différentes. Il y a aussi un dessin pour la virginité qui est vraiment... C'était exagéré, mais depuis que j'étais petite, on me disait qu'il ne faut pas jouer au vélo parce que ça fait perdre la virginité. Et en tout cas, c'était juste pour corriger le concept de virginité parce que c'est vraiment, c'est à la fois mal vu et mal compris scientifiquement. Et ça a engendré vraiment des catastrophes pour moi. On voit même des jeunes filles victimes. Elles étaient assassinées juste parce qu'il y avait, durant la nuit de noces, ils n'ont rien trouvé. Des taches de sang, alors qu'on peut naître sans hymen. Et donc, ça, je l'ai bien corrigé dans cette partie. Ouais. Page 63. Alors là, la page 63, ça illustre comment vraiment une scène d'amour en plein famille, en regardant ça dans une chaîne télé, ça nous fait vraiment... Il y a tous les membres de famille qui sortent, c'est bon, on peut pas, ou bien on change la chaîne. Mais en fait, on voit des scènes de violence dans un film ou même dans un espace public et on trouve ça hyper normal. Donc regardez comment l'amour il est devenu un truc insupportable alors qu'une scène de violence,
C'est un truc de quotidien, c'est un truc hyper normal. D'autres dessins, Zainab? Ah oui, bah voilà, ça c'est un dessin qui illustre comment la société, elle te contrôle, society is watching you. C'est vraiment le contrôle ultime de la société. Il n'y a rien qui... On regarde tout, on contrôle tout. Voilà. Le regard de la société, la fameuse Chouma, que va dire le voisin, que va dire le village, que va dire la concierge, l'immeuble, tout, le concierge. Ouais. Et enfin, un dernier dessin, parce que vous commenciez avec elle, je trouvais que c'était intéressant de s'arrêter sur cette figure, Kaina. Ah oui. Pourquoi c'était important? Kaina, c'est cette reine guerrière amazigh, berbère, donc l'une des premières grandes féministes de l'histoire de l'Afrique du Nord. Pourquoi c'était important pour vous d'ouvrir le livre avec elle? En fait, pas juste pour moi, mais pour plusieurs Marocains et plusieurs Maghrébins. C'est le jour où Kaina s'est décédée, s'est assassinée après qu'elle a perdu la guerre contre les Arabes. C'est là où la domination masculine a commencé. C'est là où tout a changé. Il n'y avait pas un code moral, mais vraiment, vraiment, tout le Maghreb a changé. Parce que les Amazirs, bien avant, c'était vraiment une communauté où la femme, c'était la personne la plus forte, c'était les leaders, ils étaient tous des femmes. Et c'est malheureux qu'on a perdu. C'est le vrai Maghreb, voilà. Mais il n'est plus comme ça. Merci Zainab Fassiki. Merci à vous. Je rappelle donc Chouma, corps et sexualité au Maroc, c'est chez Massot Éditions. Vous allez, pour ceux qui sont à Paris, inaugurer le 3 décembre. Le vernissage 3 décembre à la mairie de 4e, exposition Chouma. Et je signe Chouma à la librairie Montant-l'Air le 1er décembre et à l'Institut du monde arabe le 7 décembre. Très bien. Et pour tous ceux, et vous êtes les plus nombreux, qui ne sont pas à Paris, vous pouvez suivre Zainab Fassiki sur Instagram et sur Facebook, là où tout a commencé. Ouais. Merci Zainab Fassiki d'avoir été parmi nous. Bonne promotion en France, bonne fin de séjour. Et puis, à très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express sur Mediapart.